J'ai consommé pendant plusieurs années. Je suis devenue dépendante là, aux opioïdes, au crack aussi. Je m'appelle Isabelle Boisvert. Aujourd'hui, j'ai 4 ans et demi d'abstinence totale. Je travaille en recherche pour le centre de recherche du CHUM. Je travaille comme responsable des partenariats par et pour. Aussi, je travaille pour le CRISM, qui est vraiment une initiative canadienne là, en recherche pour le transfert des connaissances entre chercheurs. Et je suis aussi conférencière. Je partage mon vécu dans différentes initiatives pour améliorer la qualité des soins, puis aussi, j'espère, donner espoir aux gens là, qu'on peut s'en sortir. J'ai commencé à boire très jeune, j'avais 13 ans. J'ai fait mon secondaire en Tanzanie, en Afrique de l'Est. C'était normalisé là, de boire à un jeune âge. On sortait dans les clubs. Je pense que j'ai commencé initialement pour un peu faire partie d'eux, puis je me tenais avec les plus vieux, puis tout ça. Quand je suis revenue au Québec, j'avais 16 ans. Je me sentais vraiment déstabilisée. Là. Ça faisait 4 ans que j'étais à l'étranger. J'avais plus d'amis ici. Mes racines, je sentais plus qu'ils étaient ici. J'ai commencé le cégep à mon retour. Puis là, ça a donné que les personnes que j'ai rencontrées à travers le cégep, une personne en particulier, c'est avec cette personne-là que j'ai commencé à aller dans les after hours. On consommait beaucoup speed, ecstasy, kétamine, cocaïne. J'ai rencontré des gars avec qui j'ai commencé des fréquentations. Puis là, chaque relation affective m'amenait à une nouvelle substance. Puis là, je pense que c'était vraiment par désir d'être aimée. Pour moi, ça vient beaucoup du manque d'estime. Puis aussi, je me suis rendu compte à travers le temps là, qu'il y a des traumas que j'avais vécus que je pense que je minimisais aussi. Même les façons de consommer, c'était tout le temps introduit à travers des partenaires. Ma première consommation, quand j'ai bu la première fois à 13 ans, j'ai fait un blackout. Comme moi, dès le début, là, c'était dans l'excès. J'ai jamais consommé comme normalement. J'étais jamais capable de m'arrêter. Mais c'était quand même le fun pendant une couple d'années. Quand ça commençait à être moins le fun, là, je dirais que c'est quand j'avais 18 ans, j'ai touché au crack pour la première fois par inhalation avec un partenaire aussi, avec qui j'ai été 3 ans. Là, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes, là, puis un espèce de désir de mourir, là, puis de désespoir. J'étais tout le temps dans le chaos, puis j'étais dans une relation qui était très toxique aussi, côté violence conjugale, puis tout ça. Fait qu'à partir de 18 ans, ça commençait à être moins le fun, je dirais. Mais j'ai quand même consommé jusqu'à 33. À travers ça, l'injection est venue aussi avec d'autres partenaires aussi. Je suis devenue accro à l'héroïne, Zlodid, hydromorphe aussi. Fait qu'à travers ces années-là, là, de 18 à 33, là, il y a eu beaucoup de conséquences, mais je pense que j'étais encore dans le déni. Je pensais souvent que la planète était contre moi et que j'étais une victime de toutes ces circonstances, mais que dans le fond, je créais un peu mes propres circonstances avec les personnes avec qui je choisissais de passer mon temps. Les substances que je consommais, ça m'amenait beaucoup là, à créer mon propre drame, dans le fond. Mais tu sais, malgré ça, je veux dire, entre 18 et 32, j'ai eu plein de... Tu sais, j'ai pas continué à consommer pour rien, là. C'était pas de la souffrance absolue tout le long. Mais c'était plus quand je débossais là ou comme c'était comme tu sais je vendais mes affaires pour consommer, j'ai vendu mon corps éventuellement aussi pour consommer. Aujourd'hui avec un pas de recul, je suis comme c'était pas le fun là, tu sais, mais c'est comme si mon cerveau, ma dépendance m'avait convaincu que I was living the time of my life. J'avais tout le temps une espèce de feeling que je vivais comme en parallèle de la société, puis que comme je savais quelque chose que vous saviez pas. Aujourd'hui, je trouve que je voyais pas clair, là. Mais ça, c'est mon propre cheminement, là. Je dis pas que tout le monde qui consomme voit pas clair, c'est juste que moi, j'étais pas moi, là. Et je pense qu'il y a des gens qui se prennent en main avant d'avoir autant de conséquences.
puis que c'est pas tout le monde que ça va dégénérer à ce point-là. Moi, j'ai eu des conséquences physiques. J'ai eu l'hépatite C 2 fois parce que j'ai partagé des seringues avec d'autres personnes qui avaient l'hépatite. Moi, quand j'étais intoxiquée, j'étais vraiment là, je me blessais beaucoup. Je tombais en pleine face, tu sais, je me réveillais le visage en sang. J'ai beaucoup de cicatrices. Je tombais sur des bouteilles de bière. Je tombais de mon vélo. C'était beaucoup. Puis je prenais beaucoup des risques. On m'a déjà retrouvé ces rails de métro en train de chercher un soulier. Tu sais. Je m'en rappelle même pas, là. J'ai eu des problèmes de foie, évidemment, avec l'hépatite C, puis aussi le fait que je buvais énormément. Même quand j'ai arrêté de consommer, là, pendant 1 an ou 2, mon niveau de cortisol dans mon corps était complètement... Mon corps en produisait plus, donc c'est comme l'hormone du stress et de la fatigue. Donc j'étais tout le temps fatiguée. Il a fallu que je prenne en tout cas, ils me le donnaient en pilule. Le temps que mon corps se réhabitue. J'ai un fils de 14 ans maintenant, que pendant 3 ans, il a été placé chez ma mère. La DPJ a été impliquée. Il y a eu des conséquences sur mon fils. Son père est décédé d'une overdose. Ma meilleure amie est décédée d'une overdose. Il y a tellement de personnes avec qui j'ai consommé ou avec qui j'ai fait des thérapies aussi qui sont décédées depuis. Là, c'est 20 et plus là, dans des gens avec qui, que j'ai connus là, personnellement. Ça, c'est juste dans les 12 dernières années, ce qui est quand même beaucoup. Là. Ça, c'est sûr que je suis au courant, là, parce qu'il y en a que j'avais perdu du contact. Je n'étais pas capable de garder une job, fait que je changeais tout le temps de job à chaque 4 mois, 3 mois. J'ai volé ma famille. Puis aussi au niveau personnel, là, j'avais plus d'estime, Moi, ma dépendance m'a convaincue que j'allais mourir en consommant, puis que c'était ça ma vie. Sur une période de 10 ans, je suis allée en thérapie 10 fois. Donc, j'avais souvent des moments de désespoir là, absolu. Je le voyais bien là, que tout allait mal. Puis là, j'allais en thérapie, puis ça allait bien le temps que je suis en thérapie. Puis là, je sortais de thérapie, puis des fois, je te fais 1 mois, 2 mois, 3 mois des fois sans consommer. Puis là, je retombais à chaque fois. Dans le dernier 2 ans de ma consommation, il y a eu une période que j'étais sans domicile fixe. Je vendais mon corps. Je commettais beaucoup d'actes criminels, beaucoup de vols pour consommer, ce qui va complètement à l'encontre de mes valeurs. Mon fils, il était chez ma mère. Ma mère était tout le temps en larmes. Mon fils était super impacté par ça. La DPJ m'avait dit, là, Isabelle, on sait que tu es un bon parent quand tu vas bien, mais comme là, ça va pas, là, depuis un bon bout de temps. Fait que tu as 6 mois pour te replacer. Sinon, on le place à majorité. J'étais comme, oh, OK. J'avais plein d'appels d'agences de crédit, des détectives qui essayaient de me trouver. Puis aussi, ma dernière année, j'ai fait 5 surdoses qui devaient me réanimer. Je me suis ramassée en détox à l'hôpital, plein de fois en psychiatrie. Ma mère, elle faisait des ordres de cours. J'étais un danger pour moi-même, dans le fond. Là. Je me rappelle pas la première fois que j'ai appelé au numéro d'aide drogue et référence, mais je me rappelle que j'ai appelé. Puis, je sais pas si c'est ma sœur ou ma mère qui m'avait trouvé le numéro. Moi, j'ai appelé plusieurs fois à travers les années, là, puis j'appelais surtout pour avoir une référence vers une thérapie où je pouvais aller selon mes besoins du moment. Puis j'ai toujours eu une réponse rapide, un service vraiment accueillant, chaleureux, efficace aussi, là. Il n'y a pas une fois que j'ai pas eu les réponses à mes questions. Puis on m'offrait plusieurs options, dépendamment de... tu sais, des fois, j'étais plus ouverte à aller faire, supposons, un 21 jours. Puis d'autres fois, j'étais plus ouverte à faire du long terme, en thérapie interne. J'ai aussi souvent référé des gens au service parce que moi, ça m'avait vraiment aidé. Puis je trouve que souvent, quand on est dans une situation de crise, on n'a pas vraiment l'énergie ou l'état mental là, d'aller faire des recherches puis essayer de trouver le meilleur service pour nous. Dans mon cas, souvent, j'avais même plus de téléphone. J'avais vendu ou perdu mon téléphone, donc je pouvais appeler d'une cabine au numéro, puis c'était un service qui était centralisé, rapide, puis qui pouvait répondre à mes besoins. Ma famille se sentait souvent désemparée là, par rapport à ce que je vivais, puis ils ne savaient pas comment m'aider, donc elles-mêmes ont utilisé les services pour avoir du soutien. Je pense que d'ailleurs, c'était comme ça que ma mère avait trouvé
les services d'aide à la famille, du Virage, du CRDM de la Rive-Sud. J'ai tout le temps eu l'impression que c'était juste un service de référencement, quand en fait, vous avez plein d'intervenants puis plein de professionnels là, qui peuvent vraiment aider dans différentes dépendances. Dans la dernière ou les 2 dernières années, là, ça s'était rendu vraiment... c'était très grave. J'étais pas en consommation récréative. Là. Ça faisait longtemps que j'étais plus là-dedans. J'étais suivie à l'externe par une intervenante depuis quelques années on and off. J'avais fait plusieurs thérapies à travers les années, puis j'avais essayé plusieurs approches différentes aussi, là, du cognitivo-comportemental ou les 12 étapes. J'avais essayé, ma première thérapie, c'était sur les 12 étapes. Du communauté thérapeutique aussi, j'ai fait des longues thérapies, des courtes thérapies. Ma plus longue, c'était un 9 mois. J'étais allée en appartement supervisé aussi pour mère toxicomane. Je veux dire, j'ai essayé beaucoup de choses, puis j'ai essayé tellement d'être capable de consommer raisonnablement. Vraiment, là, ça aurait été comme mon plus grand souhait, là, c'est que moi aussi, je sois capable d'aller prendre un verre vendredi. Comme moi, si j'allais prendre un verre vendredi, ben tu me revoyais 3 semaines plus tard. J'avais même plus mon propre linge sur le dos. Des fois, j'avais plus de souliers. Tu sais, je veux dire, c'était comme... Clairement, comme moi, je peux pas. Puis ça a été tout un processus d'acceptation aussi, là. J'étais suivie à l'externe, au Virage, à Longueuil. Puis à un moment donné, l'intervenante, que ça faisait 6 ans qu'elle me suivait on and off, elle m'a dit tu sais, Isabelle, il serait peut-être temps que tu retournes en thérapie. La dernière thérapie que j'ai faite, qui était en 2019, elle me disait, tu sais, Isabelle, je sais que tu as déjà essayé les 12 étapes il y a comme des années, là, puis que tu n'as pas aimé ça, mais comme peut-être que là, on pourrait revisiter cette approche pour toi, tu sais. Puis j'ai gardé l'esprit ouvert, puis je suis allée dans une thérapie de 21 jours basée sur les 12 étapes. Puis ça fait qu'encore aujourd'hui, je suis abstinente de toute substance, puis que pour moi, ça a été la solution. Mais je travaille en réduction des méfaits, puis pour moi, l'abstinence, c'est une façon de réduire les méfaits. C'est juste qu'il y en a pour qui c'est pas ça, puis c'est tout un spectrum, là, la réduction des méfaits. Pour moi, ben c'est le méfait à réduire et la mort. Puis que je sais que si je consomme, je suis pas capable de m'arrêter, malgré toute ma bonne volonté. Puis donc c'est ça. Donc ça a été ça. Puis encore aujourd'hui, là, ça fait 4 ans et demi là, que je consomme plus du tout, mais même pas, je bois même pas un verre. Là, je veux dire, rien. Non seulement je suis abstinente, mais c'est aussi que je suis en cheminement personnel. Vraiment, je sens vraiment que j'apprends vraiment à me connaître, à m'améliorer en tant que personne. Je me sens de mieux en mieux, je me sens de plus en plus sereine. C'est pas tout le temps, mais c'est vraiment qu'il y a un programme qui m'aide. Qu'est-ce qui a changé dans les 4 ans et demi? Mon Dieu. Bien, premièrement, mon fils est revenu chez moi. La DPJ m'a redonné la garde. Donc, mon fils il est revenu à la maison depuis 2020. Il est en sport-études. On était aux Jeux du Québec cet été. Là, il vient de se rendre aux provinciaux. Il fait deux sports. J'ai vraiment un bon ado. J'ai des problèmes d'attitude des fois, mais je veux dire, à part ça, c'est un ado. Là. Côté professionnel, moi, j'ai vraiment été chanceuse. J'avais aucune expérience en recherche, aucune expérience professionnelle. J'avais juste mon vécu. Dans le fond, il y a un poste qui a été créé pour moi au centre de recherche basé sur mon savoir expérientiel, donc basé sur mon vécu pour que je contribue mon expertise de vie à différents projets de recherche qui visent tous à améliorer la qualité des soins pour les personnes qui consomment. Puis là, de fil en aiguille, le mot s'est passé. Puis là, maintenant, je suis un peu partout, dans plein d'initiatives différentes. Je suis allée présenter dans une conférence au Portugal la semaine passée. En novembre, j'étais à Vancouver. Je veux dire, au niveau professionnel, ça a juste explosé, là, mais dans le bon sens. Ça m'aide dans mon abstinence aussi. Je côtoie beaucoup de personnes qui sont encore dans l'actif d'injection, là. Moi, ça me rappelle que je ne veux pas y retourner, mais aussi, je croise beaucoup de gens avec qui j'ai consommé. Des fois, on se voit, là, puis on se met à pleurer, puis je veux dire, je sens que je redonne,
Puis des fois, je donne espoir aux gens qui souffrent encore beaucoup. Au niveau personnel, je suis allée chercher plein d'aide. Je vois encore une psychologue aussi. Je vois une sexologue. Je veux dire, je suis allée chercher toute l'aide que je pouvais aller chercher. Donc, il y a à plein de niveaux de ma vie, là, mes relations familiales aussi, il y a plein de choses qui se sont réparées à ce niveau-là. Maintenant, je peux être présente pour mon fils, pour ma nièce, pour ma famille, que c'est pas tout le temps, tout est centré autour de mes propres problèmes et mes propres besoins, là, tu sais, que je peux être là pour les autres, puis les gens qui m'aiment, puis tout ça. Je pense que c'est important de partager mon histoire. Des fois, je me pose la question, je me dis, tu sais, je suis qui, moi, pour aller penser que ce que j'ai à dire est important. Puis je me dis que si je peux donner de l'espoir à quelqu'un, que c'est vraiment possible de reprendre sa vie en main. Puis j'ai l'impression que je redonne. Puis que mon vécu n'est pas une faiblesse, c'est une force finalement que je peux partager, puis redonner espoir, puis que je suis pas en train de dire que l'objectif pour toute personne qui consomme ou qui a des problèmes de dépendance ou que c'est l'abstinence, c'est pas ça du tout que je dis. Mais si quelqu'un qui était aussi magané, on va le dire de même, que j'étais, que je peux être rendue où je suis aujourd'hui, bien, je trouve que c'est quand même un message d'espoir. S'il y a des personnes qui sont en difficulté présentement, n'hésitez pas à demander de l'aide, restez pas seul. Il y a plein de ressources qui existent, puis je vous invite à justement appeler Aide Drogue et Référence. Moi, j'ai toujours été vraiment accueillie là, avec respect, puis avec confidentialité surtout, puis avec non-jugement. Donc, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je vous invite vraiment à appeler.